les dernières fois, nous avons d'abord parlé, premièrement, de la ville linéaire comme modèle de la ville occidentale actuelle, vous en rappelez sans doute. Ensuite, la deuxième séance était consacrée aux économies circulaires. Pourquoi aux économies circulaires? Parce que la définition est émergente, et donc sait-on exactement de quoi on parle. Et nous, en tant qu'architectes, nous sommes emparés de ce concept économique-là pour interroger le rôle de l'architecture dans la relève des enjeux de notre monde actuel. Puis, la dernière fois, nous avons émis notre première hypothèse, j'allais dire géométrique, dans l'espace, à savoir l'écologie industrielle hybride. Alors pourquoi hybride? Parce qu'on a postulé on a émis l'hypothèse qu'un des opérateurs de l'écologie industrielle pouvait être une séquence de la biosphère. Pourquoi je redis ça? C'est bon pour resituer le cours d'aujourd'hui, mais pour dire que si la dernière fois on a beaucoup parlé d'espace, notamment de géométrie et de proximité, nous allons parler aujourd'hui de temps, qui est évidemment une autre composante de l'architecture, et que nous allons essayer de composer avec l'espace pour préciser justement cette notion d'économie circulaire. Alors je vais faire le plan du cours, parce que je m'aperçois que les dernières fois, je n'avais pas fait le plan du cours et c'est pas très facile pour vous. Donc là, je vais l'écrire au tableau. Ça, vous pourrez suivre. Donc on parlera d'abord de lien entre espace et temps. Après une rapide introduction. Puis de recyclage et patrimoine. Ensuite, de métabolisme énergétique. Et enfin, de lien entre l'espace-temps et l'économie. Toujours évidemment, et on conclura, toujours évidemment à destination des architectes, ce n'est pas un cours fondamental sur toutes ces notions, vous vous doutez bien. Voilà. Je précise aussi que l'un d'entre vous, mais je ne crois pas qu'il soit là aujourd'hui, m'avait posé une question sur la concurrence. Assieds-toi. Alors j'y répondrai, j'y réfléchis, et j'y répondrai au cours suivant sur l'économie sociale et solidaire. Parce que je vais inscrire cette réponse-là dans ce cours-là. Parce que là, c'est vraiment trop éloigné du... Mais je pense que c'était une excellente question. Voilà. Alors, recyclage. Alors, j'aurais dû appeler ce cours renouvellement, parce que je trouve que le recyclage, c'est trop restrictif, c'est trop mécanique pour vraiment illustrer la question de l'architecture, et que renouvellement englobe des notions que nous allons évoquer là, beaucoup plus largement que recyclage. Première remarque. Comme la dernière fois, j'ai parlé d'espace, et notamment j'ai parlé de l'espace de l'inondation, si je puis dire, je voudrais, sur ce même phénomène de l'inondation, parler de temps, cette fois-ci. Pourquoi? Eh bien, pour montrer que espace et temps sont intimement liés. Les physiciens le savent, évidemment, depuis longtemps, en tout cas depuis Einstein. Chez les architectes, c'est moins évident. Alors pourquoi en introduction je reparle rapidement de la question de l'inondation? Parce que l'inondation, elle a une période dans laquelle elle se déroule, comme je vous l'ai dit, en hiver ou en été, une durée, quelques jours à quelques semaines, une vitesse, elle est soudaine ou au contraire elle est lente, et puis elle a dernièrement une amplitude plus ou moins forte. Ça, j'ai décrit là le phénomène, mais comme un géographe pourrait le décrire. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'impact de l'inondation dans la structure urbaine et dans le territoire, en tout cas dans la compréhension qu'on peut en avoir. Et là, il faut que nous, en tant qu'architectes, on parle des formes du territoire dans lesquelles elle se produit, l'état des infrastructures qui sont destinées à la contenir, ou même l'état des infrastructures qui y font face, enfin, je veux dire, qui sont impactées par
par l'inondation, et puis la densité de la population concernée. S'il n'y a personne ou si le territoire est hautement dense, c'est évidemment pas du tout les mêmes risques et les mêmes dangers. On a donc là, par ces exemples, une sorte de juxtaposition entre un espace et un temps, le temps étant donc défini par ce cycle de cette période, cette vitesse, cette durée-là. Voilà, ça c'est en guise d'introduction, hein, pour vraiment dire qu'on est sur des choses qui sont aujourd'hui, je parlais d'enjeux actuels, aujourd'hui qui sont tout à fait présents, et que le cours sur le renouvellement et le recyclage va pouvoir nous permettre de préciser. Alors, si je me réfère encore une fois aux champs de l'économie circulaire tels qu'ils sont décrits, j'allais dire officiellement, à savoir l'écologie industrielle et territoriale, l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable et le recyclage sous toutes ses formes. En fait, il y a 7 champs, mais moi j'ai mis le recyclage sous toutes ses formes, parce qu'il est plus décrit dans la décomposition classique de l'économie circulaire. On s'aperçoit que, à part la première, les 5 autres ont un rapport avec une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire le temps. Voilà. Donc ça veut dire que le temps est une notion extrêmement importante en économie circulaire, au moins aussi importante que l'espace. On va commencer par comme d'habitude, quelques généralités qui sont enseignées dans un cours classique de recyclage. Alors il y a beaucoup de cours en ce moment en architecture sur le recyclage. J'ai fait un petit recensement. Pratiquement chaque école d'architecture a quelque chose sur le recyclage. Bon, là, c'est dire que historiquement, c'est quand même des choses importantes. Alors pourquoi j'ai parlé de renouvellement? Parce que on peut, habituellement, quand on parle de recyclage, on va parler de plusieurs choses. Et on va essayer de les ordonner comme on fait habituellement. Alors d'abord le recyclage lui-même. Et je vais donner un exemple pour que ça soit plus simple. On va prendre une bouteille en verre, une bouteille de lait en verre. Bon. Le recyclage, c'est prendre la matière, vous le savez, hein, prendre la matière, la reformer pour refaire un nouveau produit. Donc la bouteille de verre, elle est consignée, elle part dans un circuit de collecte, enfin une collecte particulière, et puis on va refaire une bouteille avec, une bouteille de lait ou autre, on va la refaire. Ensuite on a, je les confonds souvent ces deux-là, réutilisation. Alors la réutilisation, c'est que on va prendre cette matière, mais au lieu de la recycler entièrement, on va lui faire subir un traitement pour un autre usage, que je ne dise pas de bêtises. Alors dans le cadre de la bouteille de lait, par exemple, on va la concasser, et puis on va s'en servir, alors excusez-moi, je n'ai pas trouvé d'autres exemples, c'est pas un exemple terrible, très poétique, par exemple pour mettre en haut d'un mur des tessons de bouteille pour éviter l'intrusion, le franchissement du mur. Bon voilà, parce que c'est coupant tout simplement. Ensuite, on a le réemploi. Alors le réemploi, alors ça c'est connu, on prend la bouteille, on la nettoie, et puis on remet du lait dedans. On réemploie la bouteille. L'emploi ne change pas. L'usage ne change pas. Ensuite, on peut aller plus loin. On pourrait avoir la réparation. Là, si le bouchon est cassé, ou il a été ouvert, eh bien on va mettre un nouveau bouchon. Et donc la bouteille va juste être lavée et puis réparée. Voilà. Dans l'exemple, bon, on peut généraliser ça à l'ensemble des objets. Et puis finalement, si on voulait aller dans les heureux, on aurait la réduction. Ça veut dire que si on refaisait une bouteille de lait, on la ferait plus petite, plus efficace, moins épaisse. Souvent, c'est plutôt dans le monde de l'automobile où on parle de réduction. Je crois que le terme c'est downsizing, c'est-à-dire qu'en fait les voitures ont eu tendance à grandir, et maintenant on essaye de les faire plus légères, plus petites aussi, avec moins de matière utilisée. Donc réduction, c'est quand même important. Alors pourquoi je parle aussi de réduction? Parce que dans notre schéma, vous vous souvenez d'écologie industrielle, on avait parlé d'addition nette au stock, c'est-à-dire ce qui rentrait dans le système pour le faire fonctionner, un peu comme, je sais pas, un hamster qui fait tourner une roue. C'est comme si le hamster était l'addition nette au stock. Là, on pourrait presque parler de soustraction nette au stock. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire, au contraire, les matières en jeu. Alors maintenant, je vais faire un exercice qui m'a été inspiré par l'heureux, justement. Parce qu'en architecture, très classiquement, on emploie ce préfixe pour beaucoup de choses.
Je vais vous donner des cas. Alors, je n'ai pas besoin de les écrire là. La restauration d'un bâtiment. J'allais dire que ça pourrait être l'équivalent de la réparation, telle que j'ai cité là. On a la réhabilitation. C'est une remise en service, la réhabilitation. Voilà. On a la rénovation. Ça pourrait être une remise aux normes. La réaffectation, eh bien, on prend un bâtiment, c'est par exemple un bâtiment de bureau, et puis on en fait des logements. Donc, c'est un équivalent de réutilisation. Le réaménagement, alors le réaménagement, c'est une reprise spatiale, en fait, un réaménagement spatial. Une réfection, alors là, on répare les dispositifs. Tous ces mots, vous les connaissez, vous les employez. Même le ravalement, c'est une reprise de procédés de façade. Et puis finalement, la renaissance, tout simplement, soit d'un bâtiment, soit presque même l'évocation de la période historique classique en Europe. Et là, on pourrait dire que finalement, c'est un bouclage ou la recréation d'un cycle, en fait. On pourrait utiliser cette notion pour écrire une histoire de la Renaissance. C'est d'ailleurs fait parce que, enfin on le verra après, mais il y a des historiens qui le couplent avec les grands événements qui se sont passés juste avant la Renaissance ou au début de la Renaissance, notamment par exemple la peste, la grande peste du XIVe siècle. Alors on voit une sorte de similitude dans les reux d'une écologie industrielle en quelque sorte, et puis les héreux de l'architecture. Ça nous permet déjà de dire, bah voilà, il y a des parallèles qui existent déjà entre les deux. En tout cas, ce qui caractérise les deux grandes familles de renouvellement, et c'est un des principes de l'économie circulaire, c'est qu'on a, on l'a dit la dernière fois, des échanges courts dans l'espace. Et là, on va plutôt raisonner en stockage long dans le temps. Voilà, donc pensez à ça, c'est quand même utile. On donnera un exemple tout à l'heure. En économie circulaire, échange court et stockage long. Alors, ça veut dire que étudier, réfléchir, enfin simplement argumenter sur le temps en architecture a un intérêt presque, j'allais dire, historique. Alors, après cette introduction, la première partie, le lien entre l'espace et le temps. Comme je vous l'ai dit, les physiciens maintenant ne réfléchissent plus autrement qu'avec ce couplage espace-temps. Alors l'exemple le plus connu, c'est de dire que la lumière des étoiles qu'on voit, enfin les principales étoiles qu'on voit, c'est une lumière qui a été produite il y a des millions d'années. Et donc la question, c'est de savoir si on pense notre monde dans un espace commun, mais un temps différent, ou au contraire, dans un temps commun, mais un espace qui, lui, est incommensurable, en quelque sorte. Alors, ça peut paraître complètement spécieux pour un architecte qui ne manie évidemment pas des millions d'années comme le physicien, ni même ses dimensions astronomiques. Mais si on s'intéresse à l'écologie, ce n'est pas tout à fait exact, parce que l'écologie, elle, se déroule dans un laps de temps beaucoup plus long que habituellement celle qui est utilisée par les architectes. Bon, à quelques exceptions près, si on prend les pyramides de Khéops, la pyramide de Khéops, c'est sûr que c'est 3000 ans, on commence à être presque à une échelle géologique. Mais nous, quand on construit un bâtiment, c'est plutôt la centaine d'années. Pourtant, je pense que dans la nécessité de repenser l'architecture au service de la transformation écologique, il est important de quand même allonger un peu les durées pour avoir la réalité des enjeux face à soi. Je vais essayer de donner un exemple s'agissant des architectes. Si vous vous situez sur une place, voilà, vous êtes à la terrasse d'un café, la perception que vous en avez, si vous y passez une heure ou l'après-midi, la perception que vous avez de cet espace, qui n'est pas un espace statique, mais qui est un espace dynamique, vous voyez que les bâtiments sont fixes, et les personnes, les voitures, le feuillage, les nuages sont mobiles. Donc la perception que vous avez de l'espace tient compte du laps de temps, du delta T que vous mettez à regarder cette place. Si vous allongez la durée de temps, si vous restez un an en face, alors quand on habite quelque part, on a ce spectacle-là, quand on regarde au travers de la fenêtre, les choses sont un peu différentes. Les gens et les voitures seront un phénomène
et non plus quelque chose d'individuel, d'individué, mais un phénomène, le phénomène voiture et le phénomène personne. Pourquoi? Parce que, à moins de compter absolument les déplacements de chaque voiture à chaque personne pendant un an, ce qui n'a pas de sens, ces choses-là échapperont un peu à la définition de l'espace ou à la perception de l'espace que vous avez. En revanche, en un an, les saisons, par exemple, peuvent évidemment influer, neige ou soleil. Et si vous allongez encore la durée, disons 100 ans, ce qui n'est pas aberrant pour la durée de vie d'un bâtiment, eh bien, vous allez vous apercevoir que les bâtiments vont bouger. Si vous mettez une caméra fixe, les bâtiments vont bouger, surtout dans certains quartiers, et le reste, ce sera même plus une idée, ce sera la mémoire des gens qui y habitent, la mémoire des voitures qui les ont traversées. D'ailleurs, juste une petite anecdote pour un peu fixer les idées, ça m'a toujours surpris, je pense que vous avez dû être surpris aussi, quand vous regardez les dessins de Le Corbusier des années 20 ou 30, vous voyez les bâtiments auxquels nous sommes habitués, parce que Le Corbusier était quand même particulièrement, comment dirais-je, on va utiliser un poncif visionnaire. Mais en revanche, les voitures qu'il représente sont des voitures, c'est des 2 chevaux, enfin pas des 2 chevaux, je ne sais plus comment elle s'appelle cette voiture, une voiture connue pendant la guerre, enfin bref, des voitures anciennes. Et même sur les photos, vous voyez les maisons de Le Corbusier, puis à côté, pour vous, c'est un taco. Donc vous voyez bien une espèce de télescopage entre l'espace et le temps. Bon, c'est une anecdote, mais elle permet un petit peu de se fixer là aussi les idées. J'en dis pas plus, tout ça pour dire que pour un architecte, l'espace et le temps sont intimement corrélés. L'autre exemple qu'on peut se donner, c'est la place de la République avec ou sans manifestation. Alors vous avez une place de la République, un jour où il fait beau, sans manifestation, c'est un espace, et puis le jour où il y a une manifestation, ça change évidemment radicalement l'espace, à cause des gens qui y sont, du phénomène de la manifestation. Si je dis ça, c'est que j'ai été particulièrement frappé par un article d'un enseignant architecte à Marne-la-Vallée qui s'appelle Jan Onaner, et qui a écrit sur les places des révoltes arabes. Et alors il a regardé comment tout ça fonctionnait, comment l'espace se constituait. Il y avait aussi ce phénomène à Madrid, je crois. Et il s'est rendu compte que ces places étaient nommées par des dates. C'est-à-dire que instinctivement, il y avait une espèce de corrélation entre ces espaces, qui étaient évidemment très variables avec manifestation ou sans manifestation, et aussi les dates qui étaient données à ces places. La place du... Alors je n'ai pas les exemples là, la place du... je les ai plus, mais enfin ça vaut vraiment le coup. Si, le mouvement du 25 février, il y avait le vendredi de la colère, il y avait le vendredi de Eni Aya en Libye, celui de Eta Adi. Enfin bref, tout ça se rapportait à des dates ou des événements. Donc il y avait une corrélation entre cet espace très changeant et puis évidemment la date dans laquelle se durait, au cours de laquelle se passait la manifestation. Alors, à l'inverse, si on raccourcit les durées, et là aussi le physicien a une autre physique, par exemple la physique quantique, elle raccourcit les durées, eh bien imaginez-vous, alors c'est une vue de l'esprit, mais imaginez-vous que vous êtes entre 2 grains de sable d'un sablier qui s'écoule, eh bien si le laps de temps c'est la minute, la perception que vous aurez de l'espace, qui va être entièrement chamboulée, sera complètement différente que si c'est un millième de seconde, où là l'espace va vous paraître fixe. Bon, tout ça pour dire que l'idée de corréler l'espace et le temps est une idée qui peut être fertile pour un architecte dans la perception des questions qui nous intéressent. Des questions d'heures écologiques, de métabolisme naturel, de durabilité, bien sûr, pour parler de choses plus évidentes. Voilà. Et pas seulement la photo du bâtiment le jour de l'inauguration, comme c'est trop souvent le cas. Pourquoi? Eh bien parce que les échéances écologiques qui sont habituellement présentées, c'est 2030, 2050, 2100. Et maintenant, je dirais que ce temps s'accélère de plus en plus. C'est maintenant que l'écologie se met en œuvre. Il y a de plus en plus de gens, vous l'avez vu aux informations, notamment les jeunes générations qui posent la question, pour eux, centrale du climat. Bon. Donc on sent que les choses s'accélèrent très, très fortement. Voilà, donc cette temporalité, enfin ce lien entre espace et temps devient une chose pour laquelle on ne peut pas faire, on ne peut pas le mettre de côté si on s'intéresse à l'écologie en tant qu'architecte.
ça va me permettre, cette longue digression sur le lien entre espace et temps pour un architecte, va me permettre d'introduire progressivement notre deuxième hypothèse. Alors je vais repartir sur la première, parce que je vous avais dit que ces hypothèses, j'essayais de les articuler entre elles pour avoir un discours intelligible, je l'espère. Je vais effacer, je vous laisse le plan du cours. Ah oui, juste une chose là-dessus, on en reparlera aussi. Vous pouvez classer ces classes de renouvellement selon le niveau d'énergie requis. Là, j'ai fait un niveau d'énergie décroissant. Il faut plus d'énergie pour recycler que pour réutiliser, il en faut plus que réemployer, plus que réparer et évidemment beaucoup plus que réduire, parce que réduire ne requiert a priori, à part de la matière grise, pas d'énergie. Alors, parfois, il y a des exceptions à cette décomposition-là, mais c'est quand même intéressant ça permet aussi de corréler les questions d'analyse de cycle de vie et d'énergie. On l'utilisera beaucoup pour la conclusion. Voilà, bon, j'efface ça. Et je refais notre petit schéma qui va progressivement venir, j'espère, un peu plus éclairé que la dernière fois. Enfin, disons, s'enrichir. Vous vous souvenez que la dernière fois, on l'avait symbolisé par 3 entités, qui pouvaient être un quartier, un bâtiment, une institution, et même une séquence de la biosphère, que j'avais poché, si j'ai pu dire, en noir, avec des échanges bouclés. Voilà, ça vous vous souvenez. Et la dimension dans laquelle ce schéma d'écologie industrielle évoluait était évidemment l'espace, en disant qu'il devait être le plus réduit possible, en posant la question de l'ailleurs. Alors ça, c'est séquence de la biosphère, vous vous souvenez. Et là, ce sont des opérateurs qui peuvent être, comme je l'ai dit, assez multiples, assez différents dans la ville. Alors maintenant, nous allons nous servir de ce schéma pour parler du temps, en disant, et c'est là l'hypothèse que j'aimais, de dire qu'on peut voir ce cycle-là dans le temps, à peu près avec la même figure. Alors, et on va l'assembler ensemble. On pourrait le faire de côté et après la rassembler, mais je vais la faire directement, en disant que le temps est une autre coordonnée. Voilà. Et nous aurions exactement le même cycle dans le temps, c'est-à-dire dans ce plan-là, c'est-à-dire des échanges entre ces entités. Sauf que ces entités ne sont pas des opérateurs, ce ne sont pas des opérateurs physiques, ce sont des états. Quand je dis état, ça veut dire l'état d'une chose, hein, pas l'entité politique. Les états. Alors, pourquoi je représente ça de cette manière-là? Parce que, je vous disais, le recyclage, au sens général, peut réinterroger, ou plutôt peut remettre la dimension du temps au cœur de la question de l'architecture, pour des raisons écologiques, je ne reviens pas dessus. Ça veut dire qu'il faut maintenant considérer une architecture simultanément dans plusieurs états. Par exemple, au moment de l'inauguration, au moment de son vieillissement, au moment de son démantèlement, et éventuellement au moment de sa réutilisation, son réemploi, sa réaffectation, de ses c'est ce que fait une opération industrielle, d'études, qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, ACV, analyse de cycle de vie. C'est ce que font les industriels, hein. Ils le font tellement bien que quelquefois ça les pousse à envisager l'obsolescence programmée. C'est-à-dire de dire, il y a un état, boum, là, ça ne marchera plus. On sera hors fonctionnalité. C'est pour ça que l'économie de la fonctionnalité, on reviendra là-dessus au cours du prochain cours. L'économie de la fonctionnalité est un des composants de l'économie circulaire parce qu'elle réinterroge très fortement cette histoire d'obsolescence programmée. Alors voilà, alors maintenant, au lieu que nous parlions d'opérateurs qui échangent de la matière, des idées, de l'information entre eux, nous allons parler d'états qui se transforment. La question, c'est par quoi ces états se transforment. Et c'est là où la digression que j'ai faite sur la variabilité du temps, la perception du temps notamment, peut changer. Quelles sont ces transformations, ces opérations de transformation? J'en vois deux. Je vois les intempéries, je vais développer, et les avatars. Voilà. Donc en fait, c'est une double flèche que j'aurais dû représenter, les intempéries et les avatars. Alors je m'explique.
C'est exactement comme quand j'ai introduit l'idée de séquence de biosphère dans l'écologie industrielle. J'introduis là, et à l'évidence, je ne fais que décrire les choses, le fait que l'état d'une architecture change, alors d'abord à cause des intempéries. C'est évident. Sur la pluie, la neige, le vent usent et reusent le bâtiment. Mais ce qui est intéressant, à des rythmes qui sont des rythmes qui peuvent être très lents sur des temps très longs. Alors plus ou moins, si le bâtiment est pas bien construit, ça va vite. Ça veut dire que, de la même manière que j'ai introduit la séquence de la biosphère, j'ai introduit une séquence aussi de la biosphère, enfin, je ne peux pas le dire comme ça, une action de la biosphère, j'ai introduit du vivant dans cette idée, cette figure de l'architecture. J'ai introduit nécessairement du vivant. Exemple immédiat, le climat. C'est-à-dire que le climat prend maintenant deux dimensions particulières. Premièrement, le climat où on l'entend habituellement quand on ouvre le journal, c'est-à-dire le climat, soit le temps qu'il va faire, soit la question du climat, du dérèglement climatique. C'est pour ça que cette figure-là, elle est intimement liée à la question écologique. Premièrement, sur les intempéries. Alors on pourrait faire un cours, mais même 10 cours, sur chaque réalité de la biosphère qui fait qu'une architecture se transforme d'état en état. Et d'ailleurs, vous avez des cours là-dessus. Sur l'eau pluviale, c'est pour ça que j'insistais sur les inondations, parce que c'était une bonne image, mais vous avez aussi tous les cours de structure sur l'action du vent, l'action du séisme aussi, qui est une charge dynamique. Donc on pourrait presque enseigner la construction rien qu'avec cette idée de transformation d'un état à un autre par les intempéries. Alors maintenant, les avatars, qu'est-ce que c'est les avatars? Alors les intempéries, je veux les classer dans le monde du vivant et ou du non humain. Alors pourquoi je le mets dans le non humain? Parce qu'il y a des philosophes qui réfléchissent beaucoup au non humain, notamment par exemple le droit des non humains, le droit des animaux, la tauromachie, enfin ce genre de choses. Les avatars, eh bien, c'est les transformations que l'homme fait au bâtiment. Donc c'est essentiellement l'homme. Alors quelles sont ces transformations? Eh bien, d'abord l'usage du bâtiment. Un bâtiment comme celui-ci va vieillir, et donc il va falloir à chaque fois faire en sorte que ce bâtiment au moins remplisse sa fonction initiale, ou on peut changer de fonction. Et puis aussi, alors ça c'est un temps lent aussi, plutôt corrélé sur le premier rythme des intempéries. Encore que l'intempérie, pardonnez-moi, il y a des rythmes rapides aussi, ce sont les catastrophes naturelles. Et puis, il y a des avatars humains qui sont rapides. Exemple, un conflit, une guerre. Ou la démolition simplement du bâtiment parce qu'on voit des tours qui sont démolies en banlieue parisienne parce que, voilà, totalement inadaptées aux usages et à simplement la plus simple réalité anthropologique qu'on aurait dû percevoir à l'époque où on a construit ces bâtiments. Alors, un petit façon de retenir intempéries et avatar, c'est de parler d'avarie. Voilà. Comme si l'avarie était une contraction d'intempérie et d'avatar. L'avarie d'un bâtiment. D'ailleurs, pour un bateau, on parle d'avarie du bâtiment. On parle de bâtiment. Voilà, c'est juste un peu comme ma figure, si vous voulez, c'est une petite astuce qui permet de se rappeler les choses. Voilà. Alors l'hypothèse, la deuxième hypothèse que je vais essayer de développer maintenant, c'est que ceci reste évidemment une figure, mais ce qu'on peut composer en architecture sans figure, là, l'exposition de Siriani, il ne parle que de figure. Cette figure-là, on peut l'appeler architecture. Première conséquence, l'architecture aujourd'hui, ça cesse d'être un parpaing au-dessus d'un autre. Ça devient un phénomène dans l'espace et dans le temps, et phénomène qui convient de conceptualiser pour pouvoir s'en emparer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va utiliser cette figure, on va la généraliser, on va l'assembler, vous verrez, pour voir si elle peut aider les architectes à mieux s'emparer des questions actuelles. Alors, je vais donner un exemple. C'est encore le plus simple. Est-ce que jusque-là, j'ai été clair ou pas? Bon, on va préciser les choses. Je parle maintenant du recyclage et du patrimoine. Vous savez que le patrimoine, c'est quelque chose qui est enseigné, surtout dans cette école, je crois, il y a un gros
département patrimoine, et puis c'est enseigné aussi à l'école de Chaillot. Enfin bon, c'est des choses tout à fait intéressantes. Et d'après ce que j'ai, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du patrimoine, hein, mon associé est architecte du patrimoine, mais pas moi. J'ai compris que c'était une approche qui était française, c'est pas le mot, mais disons que c'est assez enseigné en France, la question du patrimoine. En Italie, bien entendu. Enfin voilà, c'est des questions qui se posent vraiment. Et pas seulement à cause de questions de patrimoine, c'est déjà la reconnaissance de la valeur des choses anciennes. Pourquoi finalement cet exemple avec le patrimoine? Parce que ce qui me frappe moi, et ce que je trouve, c'est pour ça que je ne suis pas architecte du patrimoine, que je ne trouve pas très intéressant dans la notion du patrimoine, c'est que finalement, ça consiste à, je vais être caricatural, bien sûr, les architectes du patrimoine vont hurler s'ils m'entendent, mais ça consiste à dire, quand on rénove un bâtiment, comment il était le jour de sa construction, et puis on va retrouver ce qu'il est par une opération. Voilà. Une transformation comme je l'ai décrit là. Dans la majeure partie des cas. Ça suppose donc de connaître cet état antérieur, parce que le bâtiment a pu être transformé. Ça suppose de remettre en œuvre des pratiques industrielles ou artisanales conservées, et si elles ne le sont pas, d'essayer de les retrouver et puis de les mettre en œuvre. Et puis ça se réfère, c'est pour ça que moi ça me pose un peu problème, ça se réfère de ce fait-là à une sorte d'âge d'or du bâtiment. C'est-à-dire le bâtiment, le jour J, où il a le mieux fonctionné. Il était le plus beau, il était moins abîmé, il fonctionnait formidablement bien. Il était peut-être novateur, si on prend soin de le conserver, c'est qu'il faisait peut-être date aussi en histoire. Alors, et puis avec des paradoxes, comme je disais là, l'emploi de techniques qui n'existe plus. Alors, bon, on dira, mais oui, mais c'est justement l'occasion de conserver ces techniques et qui méritent de l'être, certainement. Mais je trouve que c'est assez statique comme approche. Maintenant, avec ce que j'ai dit sur le recyclage, la question du patrimoine, ça n'est plus « je me réfère à un âge d'or », c'est dans quel cycle je me situe, dans quel état je me situe, pour aller chercher un autre état, qui est l'objet de la restauration, mais qui n'est pas forcément un état fantasmé, ou comment dirais-je, issu de recherches historiques, mais qui pose d'innombrables questions, et je vais donner un exemple là-dessus. Je vais parler, pour ce que j'en sais, du toit du cloître du Mont-Saint-Michel. Vous savez que le Mont-Saint-Michel, j'en avais déjà parlé, la baie, hein, mais là c'est le cloître. Vous savez qu'en haut du Mont-Saint-Michel, il y a un cloître, un petit cloître, avec un petit jardin. Et il y a, on peut déambuler à l'abri d'un toit, le toit du cloître. Alors quand on regarde ce toit de cloître, on croit savoir à l'origine de sa construction, je parle du toit hein, uniquement, hein. C'est-à-dire du toit, vraiment la partie charpente et couverture. Hein. La partie en pierre, elle, je crois, n'a pas subi trop d'outrage du temps, comme on dit. Alors l'origine serait entre 1225 et 1228. Et on sait peu de choses là-dessus, sauf qu'on imagine, mais en référence, en analogie avec des ouvrages similaires de la même époque, qu'il aurait été recouvert de plomb. J'ai bien, on imagine. Hein. En tout cas, c'est ce que j'ai, moi, pu trouver comme hypothèse émise. Il a subi une première transformation, encore une fois, de ce qu'on connaît, hein, il y a peut-être eu d'autres choses. Au XVIIe siècle, ce sont des moines mauristes qui ont changé la couverture par des ardoises épaisses. Donc ils ont enlevé le plomb et ils ont mis des ardoises épaisses. Et pour ça, ils ont été obligés de renforcer la charpente. Donc il y a eu une première transformation assez importante du complexe toiture-couverture. Plus ils ont mis une voûte surbaissée au plâtre, enfin bon, peu importe. Ensuite, il y a eu une deuxième transformation en 1877 par un architecte en chef des monuments historiques, Édouard Corroyer, qui était, d'après ce que j'ai compris, un adepte de Viollet-le-Duc. Et il a, lui, transformé cette couverture et toiture dans ce qu'il imagine qu'elle aurait dû être. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des tuiles vernissées. Voilà. Ensuite, il y a une autre, très rapidement après, une autre restauration, et c'est là où je parlais d'Avatar, c'est-à-dire en 1899, c'est-à-dire 20 ans après, donc il est probable que ce n'était pas l'action du temps qui a dû fatiguer la couverture, mais une volonté particulière, un avatar en quelque sorte, par un autre architecte des monuments historiques qui s'appelle Paul Goutte, et qui lui
faisait référence à un état d'origine, sans le connaître. Simplement, il a trouvé des tuiles plates vernissées rouges et brunes sur le mont Saint-Michel, et il a pensé que c'était l'état d'origine. Donc il a dit, il faut revenir à l'état d'origine. Donc ce fameux âge d'or. Bon. La question que ça pose, c'est si ça avait été mal construit, faut-il revenir forcément à cet état-là. Et puis, dans les années 60, donc 1960, il y a eu encore une autre transformation par le Froidevaux, qui est un autre architecte en chef des monuments historiques, et qui lui a plutôt... Alors, il a mis des ardoises, il est revenu à des ardoises, mais il a mis des ardoises, semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, pour raison de cohérence stylistique de son point de vue, notamment avec les couvertures avoisinantes, enfin de la région ou du Mont Saint-Michel. Bon. Voilà. Alors pourquoi cet exemple? Je trouve intéressant cet exemple parce que quand on sait que le Mont Saint-Michel, les premières pierres sont du IXe siècle, on est vraiment dans un cycle très long, on est au-delà du millénaire, on est maintenant même à un deuxième millénaire après. On est donc dans une durée suffisamment longue pour que cet exemple puisse nous servir, d'illustrer en tout cas notre propos, c'est-à-dire presque dans une dimension écologique, et surtout quand on connaît les conditions météorologiques du Mont Saint-Michel et l'impact que ça a sur le bâtiment. Le lieu est correctement choisi, il me semble. Et surtout, ça évite ça évite de penser le patrimoine comme simplement une osmose à un âge d'or, voilà, une situation dans laquelle l'architecture aurait été formidable. Alors pourquoi cet exemple est intéressant? C'est qu'on s'aperçoit que penser l'architecture, c'est maintenant la pensée selon des cycles. Alors, on le faisait déjà, hein. Par exemple, il y a les meilleurs architectes pensent leur bâtiment en sachant qu'il y a des saisons, par exemple, sous nos cieux. Ou alors là où les saisons sont très peu contrastées, évidemment, en fonction de ce climat, qui est plus simple, qui est moins variable. Donc cette histoire de cycle n'est pas nouvelle. Mais elle est nouvelle dans l'appréciation qu'on peut avoir du bâtiment et de tout ce qui constitue un territoire, bâtiment ancien ou neuf ou à venir. Voilà. Ça veut dire que le présent, finalement, est-ce que c'est le passé du futur ou le futur du passé? En tout cas, les architectes représentent un état, et quand je dis représenter, on peut le décomposer en re, comme on avait dit la dernière fois, quelques minutes auparavant, présenter, présent, c'est-à-dire on représente un état. Et donc, je trouve que l'architecture circulaire là rend un grand service à l'architecture, l'économie circulaire rend un grand service à l'architecture parce qu'elle réinscrit l'architecture dans quelque chose de beaucoup plus dynamique, un métabolisme. C'est là où je vais maintenant parler de métabolisme énergétique, un métabolisme par la question du recyclage qui est propre à nous servir à nous en tant qu'architectes dans la conception future de nos bâtiments. Je vais donner un exemple. Alors, il y a des architectes, bien entendu, qui m'ont pas attendu pour réfléchir à ces questions-là. En tout cas, inscrire leur architecture dans une espèce de cycle. Je parle souvent de Wang Shu, qui est, à mon avis, un des architectes les plus intéressants actuels. Voici ce qu'il dit. La citation est assez longue, mais elle mérite vraiment d'être citée par rapport à toutes ces questions-là. Il dit « L'homme peut réussir à fabriquer des choses qui respectent les principes issus de l'idée de nature, de la nature. » Alors, c'est traduit, hein, évidemment, avec tous les guillemets qu'on peut mettre dans la traduction. Les réalisations humaines peuvent être extrêmement proches de la nature, coexister en parfaite osmose. C'est la pensée fondamentale, mais ça ne signifie pas que les procédés mis au point soient utilisables une fois pour toutes. Parce qu'il s'agit de choses profondément reliées à l'existence quotidienne de chacun, chaque génération a sa propre réflexion à mener, ses propres questionnements à formuler, en suivant toujours la même voie. Beaucoup de choses évoluent à l'intérieur de ces principes, mais l'esprit, lui, ne change pas. Je trouve que c'est une citation qui est ironie de l'histoire, tirée de sa leçon inaugurale je ne sais plus quand, il y a peut-être en 2012, pardon, à l'école de Chaillot, l'école du patrimoine. Donc je pense que chez lui, quand on connaît son architecture, ça a une résonance particulière. Et il se réfère à, notamment pour ce propos, à un tableau qui s'appelle 1000 lits de fleuves et de montagnes, et ce tableau, il date du XIe siècle. XIe siècle. C'est un architecte qui construit aujourd'hui et qui se réfère à un tableau du XIe siècle. On voit bien que là, on est dans des cycles extrêmement longs et que la question
du recyclage n'est pas uniquement une question industrielle des années 2010-2020. Je citerai là-dessus, à ce sujet, Octavio Paz qui dit que l'architecture est le témoin incorruptible de l'histoire. Je trouve que c'est une belle définition de l'architecture. Alors, une des conséquences immédiates pour nous, en tant qu'architectes qui nous intéressons à l'économie circulaire, c'est qu'on peut dire que les bâtiments sont le compost des bâtiments à venir. C'est-à-dire de généraliser cette question du recyclage en disant les bâtiments que nous allons construire ne seront pas des bâtiments ou plus des bâtiments tirés de ressources directement tirées de la biosphère, mais simplement de réutiliser ce qui a déjà été fait. Alors là, moi je ne suis pas historien, mais ce qui est une règle qui est plutôt une règle historique, plutôt comment dirais-je, préexistante, enfin une règle très ancienne. J'ai appris à ma grande surprise que la chapelle Ronchamp de Le Corbusier, qu'on représente toujours en béton, enfin la toiture est en béton, est faite principalement avec des murs en moellon d'un bâtiment qui est préexisté en place. Voilà. C'est vrai aussi de la cathédrale de Chartres qui a réutilisé les pierres, en partie les pierres et les fondations d'une basilique qui était en place. Voilà, raison pour laquelle le Mont-Saint-Michel là aussi est intéressant, parce que c'est quelque chose qui est au cours du millénaire de son existence, c'est constamment retransformé et transformé, et je trouve que c'est un bel exemple de recyclage. Voilà. Donc il faut retenir que finalement l'architecture c'est quelque chose, c'est un métabolisme hybride. Donc un métabolisme, c'est-à-dire qui se réalise dans le temps, hybride parce que en partie humain et en partie non humain, qui peut être décrite comme, alors ça vient peut-être un peu tôt, mais comme une architecture circulaire finalement. On passerait d'économie à architecture circulaire, même si c'est encore le concept un peu jeune pour parler comme ça. On peut s'y risquer quand même, en tout cas dans le cadre pédagogique. Parlons maintenant de métabolisme énergétique. Alors pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, un peu de manière anticipée, on peut classer ces histoires de recyclage en fonction de l'énergie qui est requise pour toutes ces transformations. Alors pourquoi, évidemment, on parle de ça? C'est que vous savez que la question de l'énergie est une question absolument centrale dans la question de l'écologie, surtout quand on voit l'augmentation de la population mondiale, le changement des niveaux de vie, l'espoir pour une grande partie de l'humanité de pouvoir vivre à l'abri. Et donc tout ceci va, en l'état aujourd'hui, requiert des niveaux d'énergie qui sont encore inimaginables. Vous savez sans doute que ce petit objet commence à poser des vraies questions en termes énergétiques. Le poids énergétique du numérique devient quelque chose qui commence là aussi à émerger et à poser un certain nombre de questions. Alors, pourquoi je parle d'énergie dans notre représentation? C'est qu'on pourrait imaginer que cette figure-là, elle évolue lentement ou rapidement, au gré donc, je vous dis, des intempéries et des avatars, de manière, j'allais dire, linéaire, dans le même sens, à peu près, alors avec des rythmes qui peuvent être différents, mais j'allais dire de manière déterministe, c'est-à-dire une cause donne une conséquence, et donc un état change du fait de cette cause-là. Or, il est assez probable, si on introduit le vivant dans cette figure, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, qu'on ait affaire à des comportements, je parle des comportements de l'inondation, des comportements qui ne soient pas déterministes, mais plutôt d'ordre chaotique. Vous savez, le chaos, c'est l'idée qu'un battement de papillon à un endroit crée un tremblement de terre. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un enchaînement de causes qui sont imprévisibles et surtout non linéaires. C'est-à-dire que, comment donner un exemple? Oui, vous savez qu'en physique, l'interaction entre deux corps peut être prédite si on connaît un certain nombre de variables, notamment l'état d'origine, la vitesse, et puis voilà, si on observe, c'est une situation qu'on peut déterminer. On peut déterminer l'avenir de ce mouvement. Si on est à trois corps, c'est beaucoup plus compliqué et c'est chaotique. C'est-à-dire qu'il y a une interaction. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir une sorte d'ordre qui va sembler émerger du mouvement de ces trois corps, et puis tout d'un coup, il va y avoir un renversement sans comprendre pourquoi.
ou en tout cas sans être capable de le prédire, et puis une réaccélération, et puis un changement total. Voilà. J'ai encore entendu l'autre jour que sur le système planétaire solaire, il y a une planète, je ne sais plus laquelle, qui ne tourne pas dans le même sens. Bon, voilà. Il y en a une qui ne tourne pas exactement dans le plan des autres aussi. Enfin bon, et voilà, il y a des choses qui... Alors évidemment, au rythme auquel on l'aperçoit, on n'a pas l'impression de changement, mais c'est probablement une situation beaucoup plus chaotique que ce qu'on imagine. Alors, je parlais du sablier tout à l'heure. Il faut rentrer dans une notion que je trouve intéressante et qui illustre bien ce que pourrait être le comportement de ce type d'architecture. Donc le sablier, c'est les attracteurs étranges. Alors je m'explique. Quand vous regardez un sablier tomber, si vous regardez attentivement, vous apercevez que donc les grains tombent en haut du cône, et puis tout d'un coup, vous avez une petite avalanche. C'est-à-dire il y a un réarrangement du cône où il y a des petites avalanches, et voilà, le cône a une pente qui varie légèrement. Et puis, au bout d'un moment, vous apercevez qu'il y a une grosse avalanche. Et là, tout d'un coup, boum, ça tombe. Et puis vous continuez à observer, et puis vous avez des petites avalanches. Vous avez des alternances comme ça, de réarrangement du tas, de la pente, ce qui pour nous est l'angle de talus naturel. Vous savez, l'angle de talus naturel, c'est ce que fait un tas, quel qu'il soit. Hein. C'est 0 pour l'eau, c'est une roche dure, c'est 90 degrés. Et puis, en général, c'est 3 pour 2 pour du tout venant. Et ce rythme-là, ces pentes-là, on peut en mesurer la valeur, et elles convergent vers ce qu'on appelle un attracteur. C'est une valeur, elles sont toutes différentes, mais elles convergent toutes vers une valeur, et qui varie de manière étrange, c'est-à-dire imprévisible. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à pouvoir prédire l'avenir de cette valeur. Et c'est un attracteur, ce qu'on appelle un attracteur étrange. Dans le cas des structures dissipatives, c'est un phénomène qui est très étudié. Ça veut dire que si cette figure-là, elle est hybride et elle introduit le vivant dans sa constitution même, il est probable qu'elle varie de manière imprévisible, chaotique et parfois soudaine. Ça veut dire que nous, en tant qu'architectes, on n'a plus affaire à prévoir, à déterminer par la cause de nos plans un objet fixe qui va évoluer de manière prévisible, il va s'user de manière prévisible, mais de concevoir, de penser une architecture qui est ce qu'on appelle, ça introduit une notion assez connue maintenant, résiliente. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se transformer au gré d'un certain nombre de paramètres qui lui sont extérieurs. C'est pour ça que je parlais d'ailleurs. Là aussi, on peut parler d'un temps ailleurs que le temps dont nous parlons là. Ça veut dire qu'on va parler de cycle, de mouvement, de puissance, de stock, d'énergie. Voilà. Alors là, pour le coup, un vocabulaire très éloigné du vocabulaire que vous avez l'habitude de tendre dans cette école. Et pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une période historique où le climat, il règne une incertitude sur le climat. Qui est capable de dire aujourd'hui comment le climat va varier ? Et même tout à fait impossible, puisque, comme un avatar, les choix qu'on va pouvoir faire maintenant, vous le savez, vont orienter le climat, ou orienteraient, parce qu'on va être prudent maintenant, orienteraient le climat vers une élévation de 1, 2 ou 3 ou 4 degrés. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une incertitude. Raison pour laquelle continuer à penser l'architecture comme un parpaing au-dessus d'un autre, et j'allais dire tout va bien Madame la Marquise, semble quand même un peu décalé, enfin anachronique. Voilà. Alors ça veut dire qu'on pourrait même imaginer l'enseignement de la structure, de la construction, de manière complètement différente, y compris dans cette école. On pourrait parler plutôt de puissance virtuelle, le maniement de puissance virtuelle, qui est une notion physique bien connue, mais qui n'est pas utilisée pour déterminer une structure, plutôt que de modéliser, comme font le BIM par exemple, modéliser un bâtiment, un objet matériel, inerte, parce que non vivant, comme étant le seul type d'architecture envisageable. Voilà, donc ça veut dire qu'on va se référer, et on va commencer lors de ce cours à se référer au temps, comme j'ai commencé à le faire en économie et en politique, mais aussi en biologie. On parle de biomimétisme, je pense que vous en avez tous entendu parler. Eh bien, ce sont des choses qui maintenant vont progressivement rentrer dans notre manière de voir. Ça veut dire que
cette architecture circulaire, en quelque sorte, elle présente les caractéristiques suivantes. Elle est a priori, parce que ce n'est pas certain, mais elle est a priori instable, c'est-à-dire qu'elle va varier et de manière, comme on l'a dit, chaotique. Elle est dans une situation énergétique déséquilibrée, c'est-à-dire elle est constamment à la recherche d'un équilibre, d'où son mouvement. C'est Schrödinger qui disait qu'un métabolisme vivant, ce n'était pas quelque chose qui était en équilibre, mais qui était au contraire en déséquilibre permanent. Voilà, notre corps est en déséquilibre permanent. En permanence, il va aller chercher de l'énergie, soit par un apport, soit dans les réserves qu'il a, mais il est en déséquilibre permanent. Ça veut dire que nous, on va réfléchir en apport compensatoire, notamment grâce, on va le voir au cours prochain, à d'autres architectures. Voilà, c'est-à-dire l'interaction qu'il pourrait y avoir entre ces architectures-là. En tout cas, retenons que cette architecture circulaire est composée d'actants, c'est-à-dire les opérateurs dont j'ai parlé, ils agissent, et d'étants, c'est-à-dire ils sont dans un certain état, notamment énergétique, et voilà, c'est simultanément. Et donc, il faut les voir comme des sortes de clusters, enfin d'arpèges, d'états et d'opérateurs entre eux. Voilà, arpège, c'est un mot qu'on emploie en musique, mais qu'on pourrait employer dans notre propos. Alors ça veut dire qu'il faut étudier ces architectures évidemment avec cet ailleurs, c'est-à-dire avec les autres architectures, ou avec d'autres entités comme les infrastructures, comme le contexte. Alors tout ça, c'est juste une manière de recadrer, de repenser l'architecture dans son contexte, comme on dit. Mais ça, on le fait déjà. Hein. Sauf que le contexte, classiquement, pour un architecte, en tout cas dans l'architecture telle qu'elle est enseignée, ce sont les autres bâtiments. De temps en temps, c'est un peu le climat, de temps en temps, c'est un peu la géographie, et puis de temps en temps, c'est un peu les gens qui utilisent le bâtiment. Mais nous, notre contexte, ça va être un contexte très élargi, ne serait-ce qu'à cause de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette présence notamment du vivant. Ça veut dire que si nous faisons une architecture, on va faire une sorte de greffe d'un espace-temps dans ce contexte-là. Et le cours prochain, on parlera du contexte. Dans une espèce de réseau de congénères, par exemple. Quand je dis congénères, c'est des architectures similaires. Et puis, avec toutes les histoires de recyclage, eh bien, on va essayer de le faire avec le minimum de moyens, en recyclant au maximum, bien ça, vous savez toutes ces choses-là, avec une gestion de l'énergie permanente. Je vais donner un exemple tout de suite. Si je veux faire une maison dite écologique. Alors si je prends cette figure-là, quelle va être ma maison écologique? Elle va être dans l'espace, comme je l'ai dit la dernière fois, dans l'espace. Il va y avoir un zoning thermique qui va permettre d'économiser, puis de faire des échanges entre zones de la maison ou pièces de la maison à gagnant-gagnant, si je peux dire. Ensuite, si j'introduis une séquence de la biosphère, je vais introduire toute l'énergie que peut m'apporter le contexte, que ce soit un contexte naturel ou urbain. Et urbain, c'est une certaine naturalité, hein, comme disait Alberti, la ville, c'est une seconde nature. Ça, c'est dans l'espace, on l'a vu lors de la séance dernière. Mais aussi dans le temps. Dans le temps, je vais dire, ma maison, ce sont des stockages longs, et donc je vais utiliser soit des techniques éprouvées qui permettent de garantir un état correct des stocks utilisés, et puis ma maison, ça n'est que un assemblage d'autres maisons démantelées, et elle sera, à la fin de sa vie, les constituants d'une autre maison, par exemple, d'un autre bâtiment. Vous voyez, on est vraiment dans un cycle perpétuel. Sa date, elle n'a pas de date de naissance, c'est comme de la mousse. Quand est-ce qu'est née cette plaque de mousse? C'est très difficile de pouvoir donner une date. Voilà, ça nous rattache au vivant. Et ça veut dire que la raison pour laquelle un bâtiment serait démantelé, c'est qu'il serait dans un état énergétique, pas négatif, mais proche de la nullité. Voilà. Ça pourrait quand même être une ressource. C'est-à-dire que, par exemple, un bâtiment brûlé, là, il y a eu, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a un bâtiment qui a brûlé à Paris. Un bâtiment brûlé, ce sont des cendres. Alors, si vraiment, 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 ce sont des cendres, là, franchement, alors l'état énergétique est nul, c'est-à-dire on ne peut vraiment plus rien faire de cette ressource-là, mais c'est rarement le cas. Un incendie, ce n'est pas un tas de sable
avec un angle de pente naturelle qui est celle des cendres, mais c'est un certain état du bâtiment qui est appauvri en termes d'énergie. Toute son énergie a été captée par l'incendie. Mais il reste quand même quelque chose de ce bâtiment. Donc c'est ce bilan-là, cette analyse de cycle de vie qu'on va utiliser pour remettre ce bâtiment, ou ce qu'il en reste, le déclarer ruine ou potentiellement récupérer son potentiel. Alors maintenant, je voudrais parler de liens, pour essayer de compléter cette approche en termes de recyclage, de liens entre espace-temps et économie. Puisqu'on a parlé maintenant de l'espace-temps, un peu en tant qu'architecte, et maintenant nous allons le resituer dans une économie. Alors pourquoi ? Parce que quand vous lisez la presse, vous avez beaucoup de presse sur l'économie ou les économies dans le monde entier. L'économie, je sais pas, asiatique, américaine, européenne, du Maghreb, africaine. Et donc ce sont des économies qui sont encore dans un état pas complètement identique. Et c'est intéressant de voir comment cette architecture pourrait s'inscrire dans une économie, quelle qu'elle soit. Alors là aussi, je vais prendre un exemple, parce que c'est plus facile. Je vais prendre le port de Shanghai, où j'ai travaillé moi-même, en Chine. Donc, si je fais un rapide descriptif, notamment de son port, pas de Shanghai, mais de son port. Alors, d'abord, c'est un port qui se situe... pardon pour la prononciation, au bord d'un fleuve, un des plus grands fleuves de Chine, qui s'appelle le Zhangxi-Jian. Bon, je prononce sûrement pas bien, mais qui a été extrêmement utilisé pour tous les échanges économiques, historiquement, la raison d'être du port de Shanghai. Ensuite, il y a eu donc l'impérialisme occidental qui a amené les fameuses concessions à Shanghai, donc qui a commencé à faire un port qui était plutôt tourné vers les importations à destination, depuis l'Occident. Ensuite, de par sa position privilégiée, on a assisté, un peu comme à Paris, au développement du port et de la ville par polycentrisme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le port ne peut pas servir vraiment de centre à la ville, et la ville est obligée de se développer, parallèlement au port, alors relié au port, mais parallèlement avec un certain nombre de pôles différents. Qui a donné lieu à la naissance d'une grande région métropolitaine qui est celle qu'on connaît, et on voit toutes les images de toutes ces tours à Shanghai. Mais pour les raisons, et c'est là où l'exemple nous intéresse historiquement, pour des raisons notamment écologiques, la question commence à se poser très sérieusement de savoir si c'est ce modèle-là qui peut constituer l'avenir de Shanghai. Alors, il a été depuis, je crois, 2008, était le port de Shanghai, s'est donné une direction de développement fondée sur l'écologie industrielle d'abord, et puis après sur l'économie circulaire. Et il vise je cite, un urbanisme intégré, ce qui est assez proche de ce qu'on a pu dire au cours dernier. Et c'est là où on va commencer à pouvoir introduire une notion importante qui sera particulièrement développée dans le cours suivant, mais qui va faire le lien entre le recyclage et le cours de la semaine prochaine, c'est l'économie de la fonctionnalité. La fonctionnalité d'un port, ça, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est quand même une fonctionnalité d'échange, alors à des échelles différentes, mais bon, c'est quand même la principale fonctionnalité. Et c'est cette organisation urbaine, nouvellement pensée au travers du prisme de l'économie circulaire, et dont l'économie de la fonctionnalité, qui va nous servir de trame pour commencer à, bâtir une sorte d'éthique, une éthique qui nous permettra, alors ça je me réfère à un cours que vous n'avez pas encore vu, parce que je crois que vous ne l'avez pas vu encore, c'est sur la prospective. Essayez de regarder là, pour la fois prochaine si vous voulez comprendre mon cours sur la prospective, puisque l'idée c'était de dire que l'effort éthique devait être proportionné à le gouffre qu'il pouvait y avoir entre les réalités de l'anthroposphère et celles de la biosphère. Bon, je vous renvoie au cours là-dessus. Ça veut dire que finalement, si je devais un peu résumer en une formule un peu rapide, ce qui nous attend,
c'est qu'il faudrait parler d'écologie constructive. Et là, ça change fondamentalement le rôle et l'avenir des architectes. C'est-à-dire que l'architecte ne consisterait pas, comme il est aujourd'hui, comme je l'ai expliqué au cours du cours sur la ville linéaire, un designer du capotage qui couvre des usages, des fonctionnalités essentiellement conçues par les nécessités économiques, mais quelqu'un qui va penser d'abord et puis mettre en œuvre ensuite et construire au sens très large du terme une écologie, c'est-à-dire une façon d'habiter le monde. Et ça, c'est, il me semble quand même, l'essence même de l'architecture, ou en tout cas de l'exercice du métier. Je passe un petit peu là parce que ça va être un peu compliqué. Et je voudrais arriver à ma conclusion maintenant sur cette question du recyclage. Il y a un mot que je n'ai pas employé, c'est le mot réconciliation. Mais vous constaterez également qu'il commence par re. Alors une conciliation, c'est quand on va vers l'autre, ou un État se rapproche d'un autre État, alors au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, à nouveau. Et la question qu'on pourrait se poser en tant qu'architecte, c'est est-ce que, comme Wang Shu tente de le faire, nous n'allons pas essayer, nous, en tant qu'acteurs, être un acteur de cette réconciliation, c'est-à-dire de réconcilier par la conception, l'élaboration de notre architecture, l'anthroposphère et la biosphère. Je vais donner deux exemples qui sont particulièrement frappants. Alors le premier, c'est Fukushima. Vous savez, cette centrale nucléaire qui est à l'arrêt suite à un raz-de-marée qui était suite à un tremblement de terre. Alors, pourquoi Fukushima, c'est exactement le contraire de ça? Alors d'abord, Fukushima, c'est par image même, c'est un parpaing au-dessus d'un autre. Bon, c'est construit en béton, c'est conçu uniquement par des gens dont la fonction est de produire de l'énergie. Donc on est quand même assez loin des bases de l'architecture. Même si historiquement, il y a eu un architecte, je crois que c'est Claude Parent, qui en France a fait quelques tentatives pour dessiner des centrales nucléaires d'une manière un peu plus harmonieuse, on dira, pour faire rapide. C'est construit dans une zone qui n'était pas forte. Alors, pourquoi c'est construit au bord de la mer? C'est pour profiter de l'eau de la mer pour refroidir le réacteur. Avec déjà, en rejetant des eaux plus chaudes sur le rivage, déjà des conséquences écologiques. Puis, évidemment, dans une région extrêmement risquée, du fait des tremblements de terre et des possibles raz-de-marée. Donc déjà, c'est une architecture qui a fait fi, si je puis dire, qui a parlé que de capter des ressources, mais qui n'a pas géré les risques, comme on a dit à propos des inondations. En plus, c'est un objet qui est destiné à produire donc de l'énergie, avec la question, de la dangerosité du procédé, en phase normale, courante, et en phase de catastrophe, comme on le voit, puis produire des déchets qui, de toute façon, eux, posent déjà une question, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, l'état climatique dans lequel on se trouve. Et pour une durée de vie qui est, alors là, pour le coup, à l'échelle écologique, des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Donc il est clair qu'on est absolument à l'opposé de ce modèle-là. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris, alors là, je vous le dis au conditionnel, parce que je ne sais pas si je l'ai appris quand j'essaye de dire quelque chose, j'essaye de trouver vraiment la traçabilité, la crédibilité de mes sources. J'ai entendu dire que la fameuse route de la soie que les Chinois projettent, c'est une centrale nucléaire tous les 500 km. J'ai entendu dire ça. Bon, voilà. Ça veut dire que c'est bien, clairement, pas du tout ce modèle-là. Et l'autre exemple, c'est celui que je répète tout le temps, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Parce que la baie du Mont-Saint-Michel, il y a un autre aspect dont il faut parler maintenant, c'est que je parlais d'écologie constructive, on est vraiment dans ce modèle-là. C'est-à-dire, par exemple, vous savez qu'il y a eu un barrage qui a été mis en œuvre pour tenter de réguler, alors au sens économique, mais aussi au sens écologique, bien entendu, réguler tout le métabolisme, c'est encore un mot de l'économie circulaire qui provient de la biologie,
tout le biotope de la baie. Et c'est donc bien une construction à destination de l'écologie. Voilà. Ce n'est pas de l'écologie qu'on met sur une construction, comme on met de la verdure sur un bâtiment pour dire qu'il est écolo, c'est de la construction au service de l'écologie. Mais d'une écologie qui n'est pas seulement une écologie, qui est une économie aussi. L'économie de la baie du Mont-Saint-Michel, comme je l'ai décrite. Je vous recommande d'ailleurs très chaleureusement la lecture d'un petit livre qui est très agréable à lire et très intéressant, qui s'appelle La 4e feuille de Philippe Jamet, qui parle des diatomées de la baie du Mont-Saint-Michel. Vous comprendrez la complexité de ce qu'est un métabolisme vivant, notamment celui de la baie du Mont-Saint-Michel. Et surtout aussi, j'allais dire, sa poésie. Voilà. Alors, ça veut dire que finalement, si on continue à décrire les conséquences de cette figure-là pour un architecte, on pourrait, la durabilité d'un ouvrage, c'est pas tant sa capacité à résister aux intempéries, alors sauf Fukushima, mais en règle générale, c'est plutôt s'adapter à un métabolisme environnant. C'est cette fameuse résilience dont je parlais, mais la résilience, ça renvoie à un état de catastrophe, et alors c'est un peu punitif. Là, s'adapter à un métabolisme, ça n'a rien de punitif, c'est même, on peut gagner beaucoup à s'adapter à un métabolisme, plutôt que d'y aller en confrontation. Ça veut dire aussi qu'il faut l'inscrire dans des boucles temporelles que j'ai décrites là, plutôt que de vouloir la fonder sur une date. Je vois par exemple certains bâtiments, on voit, à Paris on voit le nom de l'architecte et puis la date de construction du bâtiment, vous avez notamment les bâtiments haussmanniens, mais je revois maintenant des bâtiments qui sortent maintenant de terre, ou des ouvrages d'art, on voit l'architecte avec la date de construction, voilà, comme si c'était la finalité de l'architecture, c'était ça. C'est inscrire un repère fixe, en disant, ben voilà, si on doit restaurer le pont ou le bâtiment, ça sera cet état-là et pas un autre. Donc là aussi, on est loin de cette architecture circulaire. Et puis, c'est une architecture qui lie simultanément le passé et le futur. Hein, je parlais du présent comme le passé du futur ou le futur du passé. C'est bien ça. Si un bâtiment, si le présent d'un bâtiment, c'est le passé d'un futur, ça veut dire que vous le concevez en anticipant le futur, en aménageant des scénarios. Vous savez, c'est la fameuse bouteille que les maçons mettaient avec les plans du bâtiment dans le mur pour qu'on la retrouve. Voilà. Et si c'est le futur d'un passé, si le présent du bâtiment est le futur d'un passé, ça veut dire qu'il vient bien de quelque part, ce bâtiment. Il a été construit avec des techniques qui lui ont préexisté, avec des matériaux qui lui ont préexisté, et donc c'est pas tout d'un coup, il sort pas de cette page blanche, si vous voulez. Voilà, les matériaux vont venir de quelque part, et donc voilà, là aussi une analyse de cycle de vie, un bilan carbone à produire. Conséquence pour nous, on va s'intéresser en tant qu'architecte à deux aspects particuliers qui pourraient presque, j'allais dire, si j'étais le directeur de cette école, en fonder la pédagogie. C'est premièrement la bioclimatique, c'est-à-dire comment inscrire l'architecture dans un espace vivant, mais qui a des caractéristiques. Là, par exemple, dans cette pièce, il fait très chaud, parce que voilà, on est plein sud et que rien n'a été prévu pour qu'on ne crève pas de chaud, et encore, on est au mois d'avril. Hein. Et puis, on va l'inscrire, ça c'est dans l'espace, et dans le temps, on va l'inscrire dans cette notion que j'ai décrite au cours de ce cours, de recyclage, de renouvellement, de dynamique en fait, temporelle, de boucle, voilà, en parlant d'états, différents états, et notamment en essayant d'écrire ces états quant à leur capacité énergétique, leur ordonnancement. Alors là, c'est une notion aussi très classique de l'architecture, c'est le cas de le dire. L'ordonnancement, c'est comment les éléments qui composent cette architecture, ou ce bâtiment, pour faire plus simple, sont ordonnés entre eux de manière à pouvoir, comment dirais-je, d'une part dans l'espace, s'insérer dans le contexte que je viens de dire, et d'autre part dans le temps, à pouvoir évoluer favorablement. Je parlais de gestion des stocks, voilà, comment ces stocks sont gérés. Y compris l'énergie qui est dans la configuration géométrique. Par exemple, quand vous levez un pont pour le poser sur ses appuis, vous avez dépensé une certaine énergie, cette énergie, elle est stockée. Si vous redescendez le pont, vous pouvez récupérer exactement la même énergie. Alors avec quelques dissipations, en termes de chaleur notamment, mais vous pouvez considérer tout à fait que votre bâtiment, c'est un stock d'énergie qui est simplement stocké. Voilà.
Et au moment du démantèlement, eh bien, vous pouvez récupérer cette énergie. Voilà. Donc ça va assez loin dans la manière de concevoir l'architecture. Donc on va s'intéresser à la mutabilité de cette architecture, aux liens de proximité qu'il compose. Voilà. En fait, nous allons créer non pas un objet physique, mais un climat intérieur. Si je veux le dire de manière pédante et universitaire, nous allons concevoir une organisation hybride et articulée à partir d'un collectif d'humains et de non-humains. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Je prends le risque d'être un peu pédant en disant ça. C'est que cette organisation-là, des architectes y travaillent, comme je les ai cités, ceux des Global Awards, j'ai cité Wang Shu, mais il y a Peter Zumthor, il y en a un certain nombre, il y a Francis Kéré et tout. Et ça, cette position-là dans le monde, aujourd'hui, je parlais des révoltes arabes, cette position-là en tant qu'architecte, c'est ça donne une des définitions de l'architecture, une des conditions nécessaires de l'architecture, c'est par rapport au monde qui nous environne, l'architecture reste une révolte. C'est une des conditions. Ça veut dire que, pour parler clair, soit vous vous orientez sur simplement un design qui s'inscrit dans cette logique économique et industrielle qui est relativement récente, hein, l'anthroposphère, on peut la dater du, je sais pas, 16e ou 17e, soit vous êtes les bâtisseurs du futur monde, et pour ça, il y a une capacité à réinterroger et voir parfois des situations de révolte. Quand je dis révolte, je n'entends pas révolution, mais de révolte, c'est-à-dire la définition de révolution, c'est on se retourne, voilà, et on retourne entièrement le gant pour concevoir complètement différemment. Voilà. J'en ai fini. Avez-vous des questions ?